savais, ça allait vous plaire. Même ce camion, la ferme de la Géberie. Il est magnifique ce camion. La ferme est en bas, la maison est en haut. C'est un matin de décembre, quelque part en Ardèche. Avec Solin Moulin, réalisatrice, et Diane Milelli, qui a bien des talents mais qui pour l'heure est au volant, nous en allons retrouver les paysannes en polaire. Enchantée. Je suis Victoire. Fanny. Salut Fanny. Enchantée. C'est incroyablement beau. Elles sont 6 paysannes et une dessinatrice, toutes ensemble autrices d'une BD que j'ai adorée et qui s'appelle « Il est où le patron ?» Est-ce que c'est la chienne bergère de la BD ? C'est un peu inspiré. Le chien. Ouais, c'est ça. Autour de Maude Bénézique, la dessinatrice de la BD, il y a Marion Boissier qui fait du maraîchage et élève des abeilles, Fanny Demarque qui élevait des brebis et s'est mise à produire du tofu, Floris Alagné qui est apicultrice et Guylaine Trossat qui a un troupeau de brebis. Quant à celle qui nous accueille, Céline Berthier, elle élève des chèvres avec son associé et c'est chez elle qu'on se retrouve à la ferme de la Jaubernie. Les couilles sur la table, épisode 79, partie 1. Allez, Biquette. Est-ce que vous m'aimez ? Il est où le patron ? Souvent, c'est ce qu'elles entendent. Comme s'il était inconcevable que ces femmes puissent être responsables administrativement, économiquement et concrètement de tout le travail accompli dans leur ferme. Tout ensemble, elles ont construit cette œuvre drôle et percutante qui analyse, raconte et nous fait comprendre la façon dont le patriarcat s'infiltre aussi, bien sûr, dans le monde paysan. Pas qu'à la campagne on soit plus arriéré ou macho qu'ailleurs, mais parce que comme partout, les normes de la masculinité, le pouvoir patriarcal, obligent, empêchent et contraignent les corps et les façons de travailler. Est-ce que vous avez envie de sortir ? Toutes se disent paysannes pour marquer la relation particulière qu'elles revendiquent avec la terre et avec les animaux, en opposition à une agriculture qu'elles jugent plus industrielle et productiviste. Même si bien sûr, paysanne, c'est pas le terme officiel. Le statut officiel, moi officiellement, je suis chef d'exploitation. Il y a une copine, on s'habitue au terme, on ne fait plus attention, mais c'est vrai qu'il y a une copine qui me disait « Ah oui, chef d'exploitation », c'est vrai que ça fait rêver, ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, chefs d'exploitation, il y en a 400 000 en France, ça représente à peine 1,5% de la population active, et parmi elles, 20% sont des femmes. Pour commencer, j'ai demandé aux paysannes en polaire de raconter la façon dont elles avaient pour la première fois pris conscience du sexisme dans le monde paysan. Moi j'ai l'impression que ça a été dur, surtout en phase d'installation. Du coup, le moment où on n'est pas trop sûr soi-même d'y arriver et que rien n'est fait pour nous aider, c'est un peu les premières scènes qui sont dans la BD, justement avec cette paysanne qui veut s'installer, qui arrive à la chambre d'agriculture. On lui dit quoi ? Mais toute seule, mais c'est impossible. Vous voulez pas trouver un compagnon plutôt, peut-être, oui, pour vous aider ? Ouais. Et qu'il y a aussi cette image très très présente, effectivement, du couple de paysans. Et que d'essayer d'imaginer d'autres formes, que ce soit en collectif ou avec des associés, encore pire avec des associés avec deux femmes. J'ai l'impression que c'est très dur d'avoir d'autres imaginaires que ça et que rien n'est fait pour encourager les femmes qui veulent faire autre chose que ça, quoi. Moi, je voulais raconter juste une anecdote qui nous est arrivée. Je suis présidente du marché de ma commune. Et c'est un marché où une buvette est tenue par les associations de la commune. Et en fait, mon associé arrive pour vendre les fromages et les personnes qui tenaient la buvette, les chasseurs, lui ont demandé de se mettre en string. Et en fait, ça, je pense qu'il l'aurait jamais demandé si ça avait été un mec qui avait tenu le stand. Probablement pas. Non. Et en fait, tous ces moments-là, alors après, grâce à Marion, qui est ma voisine de marché, qui nous avait donné une technique de faire répéter en boucle, parce qu'au final, il s'est ridiculisé, quoi. Donc de lui dire... qu'est-ce que tu dis ? J'ai pas bien compris. Un string, t-shirt mouillé, je comprends pas, tu peux me redire ? Et sinon, tu perds la foi, quoi. Tu perds la patience, tu perds l'envie. Il y a plusieurs scènes comme ça dans la bande dessinée. Je trouve qu'ils sont hyper bien faites, bien synthétisées. Il y a notamment une double page
où c'est le festival des remarques sexistes que les unes et les autres ont entendues, ou qui sont très fréquentes, avec plein de styles. Il y a tout un camailleux comme ça de remarques sexistes, des plus bienveillantes aux plus dégueulasses, aux faussement gentilles, en passant par les carrément lubriques. Enfin, et donc on voit bien par l'effet d'accumulation à quel point ça doit peser, miner, à quel point, en plus, il n'y a même pas besoin de les subir directement pour que ça mine. Et puis, il y a d'autres scènes, par exemple, le fait d'être jugé en permanence ou d'être observé par des collègues masculins. Et en fait, de ça, on pourrait dire, il n'y a pas de problème. Quel est le problème d'être observé comme ça par des mecs paysans qui vous regardent? Quel effet ça produit? Après tout, ils font que regarder. C'est ce qu'on pourrait dire, en tout cas. Les gens pourraient dire, quel est le problème? C'est pas que regarder, en fait, c'est nous attendre au tournant. À force de te sentir observé et jugé, tu fais une boulette. Et ça, c'est... Moi, je me sens hyper à l'aise quand je suis avec mon associé parce qu'on est deux nanas et que je trouve qu'on ne se juge pas dans l'exercice de nos métiers de par nos genres. Par exemple, moi, j'ai plus peur de prendre le tracteur qu'elle, mais on s'encourage à le prendre et tout. Et je me fais moins de nœuds à la tête. Si ça avait été un mec, je me forcerais vraiment à assurer encore plus, à aller au-delà de ce dont j'ai envie. Mais quand, en fait, c'est un gars qui te regarde, tu sais qu'il t'attend au tournant. Mais ne serait-ce même que pour la moindre manœuvre de marche arrière pour aller chercher des matériaux à la coopérative agricole, en fait. Et j'avais une anecdote. Cet été, j'ai changé d'alpage avec mes brebis et du coup, je travaille pour un autre éleveur. On mélange nos troupeaux et je garde les deux troupeaux mélangés. Et avant de monter en alpage, j'étais hyper stressée. J'avais pas du tout confiance en moi, alors que ça fait 10 ans que je fais ça. Je me disais, mais objectivement, j'ai pas de raison de pas avoir confiance en moi. Pourquoi, quoi? Et j'arrive sur la montagne, je sors de ma voiture, j'ouvre la porte et il y a un papy qui passe. Il fait, c'est ta nouvelle bergère? Mais il fait, elle va y arriver. Et je me dis, oui, c'est peut-être pour ça que j'ai... Il y a plusieurs scènes comme ça dans la bande dessinée et parfois c'est pas même juste sur le métier, mais c'est en fait sur tout ce qui peut concerner des compétences techniques, physiques, de tout, y compris, je pense à l'une des personnages qui vit avec Nicolas et qui se demande juste comment utiliser la tronçonneuse. Et puis en fait, Nicolas, il est sympa comme coloc et tout, à part qu'il fait pas la vaisselle apparemment, mais il veut lui montrer comment bien utiliser la tronçonneuse et elle veut juste qu'il lui montre en fait, c'est tout. Et puis finalement, il finit par tout faire et lui demander de balayer les copeaux quoi. Voilà. Donc c'est là qu'elle en a marre et qu'elle organise des chantiers, un chantier participatif en non-mixité. Pourquoi pour vous c'est une clé tellement importante l'organisation en non-mixité et comment on organise un chantier participatif en non-mixité? On se donne une mission. De type par exemple faire le bardage de la bergerie de Guilaine ou aller couper des arbres pour dégager un chemin ou pour faire du bois. On s'organise en avance en faisant des listes de matériel et d'équipements pour être sûr que tout le monde ait ce qu'il faut et trouve sa place. Et après, généralement, on prend un peu le temps de s'expliquer qui sait faire, qui sait pas faire, qui a envie de quoi, qui a envie d'essayer toute seule, qui peut être la personne référente si quelqu'un galère. Et comme ça permet à chacune, selon son envie et son rythme, de trouver sa place. Enfin, c'est pas des cours, en fait. On sort de la verticalité où il y a une spécialiste qui apprend. Enfin, à chaque fois, on a trop la banane quand on fait ça. En tout cas, ça a l'air de marcher au moins pour ça. Et j'ai l'impression, oui, que c'est aussi l'occasion de se libérer de ce fameux regard masculin, qu'on n'ait plus essayé de chercher cette reconnaissance permanente. J'ai l'impression que ça devient un piège. J'ai l'impression qu'on a quand même toujours tendance à faire « regarde papa, c'est bien ce que j'ai fait ». Et qu'il suffit qu'il y ait une personne identifiée comme un mec dans un groupe et que ça crée hyper vite ça, ou d'avoir l'impression qu'il est plus compétent que nous, quelle que soit sa compétence réelle. J'ai l'impression que ça nous permet de nous libérer de ça. Et de voir aussi d'autres copines dans des situations valorisantes aussi. Enfin, du coup, de voir la force qu'on a toutes ensemble sans mec, de se dire « tiens, on arrivait à faire ça, on était que des meufs et ça l'a très bien fait. » On a pris des visseuses, des marteaux, des machins, et oui, ça a marché, en fait, quoi. En fait, j'ai l'impression que souvent, on sait faire plein de choses, mais juste, on nous a pas laissé le temps de se planter comme souvent, en fait, il y a plein de trucs
les gars, en tant que petits garçons, ils ont appris, ils se sont trompés, en fait. Ils ont eu le droit à l'erreur. Quand t'es ado, c'est normal de te tromper. Et nous, on arrive à des âges où, en fait, on n'a plus le droit de se tromper. Du coup, on n'a pas le temps de se tromper. Donc, on a hyper la pression. Et du coup, d'avoir des espaces comme ça où, en fait, juste, tu vas pouvoir essayer. Et en fait, c'est normal, le temps d'apprentissage, que tu n'y arrives pas direct. Moi, je repense par rapport aux outils, à un week-end de ferme en ferme. Donc, c'est des week-ends où on accueille beaucoup de public à la ferme. Et du coup, j'étais en train de faire la traite devant 30 ou 35 personnes, donc dans ma salle de traite que je connais bien. Et le cornadi, qui est là où les brebis mettent la tête pour se bloquer pour la traite, à un moment, il se coince. C'est un cornadi que j'ai monté moi, en fait, sur le quai de traite. Et il se coince, et comme il y a 30 personnes et que c'est ferme en ferme, c'est un peu impressionnant. J'ai 2-3 secondes de battement avant de me dire je vais monter sur le quai de traite pour décoincer le cornadi. Et là, le temps que je fasse ce cheminement dans ma tête, il y a un gars qui surgit et qui monte sur le quai de traite et qui essaie de débloquer le cornadi. Et moi, en plus, je me vois dans ma tête me dire sûrement il saura le faire mieux que moi. Et en fait, il met quand même beaucoup de temps, il n'arrive pas à le démonter. Et du coup, au bout d'un moment, je fais, mais en fait, vous savez comment ça marche ? Et il me fait, non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais le débloquer. Et là, en fait, j'ai réalisé que ce gars qui avait jamais vu un cornadi, qui savait pas comment ça marche, il s'est intuitivement senti plus légitime que moi-même, qui est la personne qui l'ai monté. Et ça m'a un petit peu déprimée, quand même. Selon vous, qu'est-ce qui vous paraît marquant ou assez évident, grâce à maintenant vos lunettes et votre prisme féministe, sur la masculinité des paysans ? La façon dont on s'attend à ce qu'ils soient comme ci ou comme ça, qu'ils aient tel ou tel attribut. Je pense notamment à la façon de travailler, à la relation aux autres, ou à d'autres choses qui vous paraîtraient pertinentes. Il y a quand même une forme d'éloge de la virilité dans la force physique, dans nos métiers, de celui qui bourrine le plus, celui qui soulève le plus, qui ne demande pas d'aide. Et ce qui fait qu'avant les sacs de ciment, ils pesaient encore 35 kilos. Enfin, c'est plus de la moitié de nos poids, c'est insoulevable. Et du coup, c'est pas évident de s'inscrire là-dedans parce qu'on nous attend aussi là-dedans, en fait. Il y a une éloge, en fait, de ça, des corps physiques, mais qui s'abîment hyper vite. Et en plus, qui n'ont pas honte d'être hyper vite abîmés. Alors que on peut pas abîmer nos corps comme ça au travail et s'user prématurément. En fait, moi, j'ai pas envie de finir plié en deux avec une hernie discale et une descente d'organes. Parce que 70% des paysannes se font opérer d'une descente d'organes. Parce qu'en fait, on bourrine trop sur notre périnée et du coup, il faut comme réapprendre à savoir se placer, savoir soulever et aussi demander de l'aide et savoir ses limites. Juste pour les descentes d'organes, peut-être que vous pourriez expliquer ? C'est un muscle qui retient les viscères. Et en fait, le muscle du périnée. Le muscle du périnée. Ouais. Et quand on le sollicite trop ou qu'on force trop dessus, il s'abîme et il finit par trop se détendre. Et du coup, les viscères redescendent par le vagin. Voilà. Et les mecs cis ont aussi un périnée. Et s'ils bourrinent trop dessus, ils peuvent avoir des soucis de prostate. Sachez-le. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Déjà, le fait que, comme Caroline Criado-Pérez le disait, qui est une essayiste anglaise qui avait écrit tout un essai sur le fait que le monde et les objets sont construits avec comme point de référence les corps masculins, donc des corps plus grands, avec des mains plus grandes, et qu'en fait, il y a un certain nombre d'équipements, d'outils et tout qui ne sont pas du tout faits pour les femmes. Vous avez l'impression que vous retrouvez ça dans vous, les outils, les tenues, la façon dont sont configurés les lieux de travail, par exemple ? Il y a des groupes de femmes qui se retrouvent, de femmes paysannes, pour mettre au point des outils qui sont plus ergonomiques, comme recustomiser un caddie de golf pour en faire quelque chose qui permet de porter les piquets justement pour faire les clôtures, modifier aussi les prises d'attelage pour les tracteurs pour pas bourriner. Enfin, il y a plein de... Ne serait-ce que des fois, utiliser un diable pour transporter des caisses plutôt que de les porter. Oui, et que c'est des choses, on pourrait dire, vous pouvez pas faire le travail correctement, vous n'avez pas les capacités physiques pour faire le travail. Alors qu'en fait, les exigences de ce travail-là, en fait, vont aussi peser très très fort sur les corps masculins. Peut-être qu'ils vont y arriver mieux au début, mais en fait, ça va les abîmer. Et en réalité, c'est pas que vos corps sont pas adaptés à faire ces travaux-là, c'est que les travaux sont pas adaptés au corps humain, en fait, tout court. C'est ça ?
en fait, économiquement, on tient pas, on n'est pas apte à être en concurrence avec les modèles industriels. Et du coup, on a quand même ça comme norme et comme visée. Enfin, je sais pas comment dire, à notre échelle, de toute façon, on n'arrive pas à être aussi efficace que les systèmes industriels. On n'est pas des machines. Et du coup, il y a quand même un peu ce truc-là tout le temps de dire on va pas assez vite, on va pas assez vite. Et ça, en fait, on a choisi des modes de vie complètement différents. Donc ça, c'est la part de choix. Et après, il y a quand même un moment où économiquement, on n'a pas toutes et tous les mêmes situations. Et du coup, on peut pas toutes et tous se permettre de faire les mêmes choix. Je sais pas si c'était... C'est très clair. J'ai l'impression que souvent, ça produit de la fatigue. Et vraiment aussi une espèce de... je sais pas comment dire, d'aliénation, en fait, même presque de nos valeurs, en fait, de se dire, mais on va croire à un truc qui nous fait du mal. Et pour moi, c'est vraiment un mécanisme qu'on a très, très bien intégré du capitalisme. On s'auto-exploite, quoi. Enfin, c'est quand même... Alors qu'il y a moyen de faire autrement. Je repense notamment à une scène dans la bande dessinée sur le fait de faire de la pollinisation d'arbres fruitiers avec les ruches. Donc, c'est ce qui implique de déplacer les ruches pour les mettre dans les vergers pour que les abeilles pollinisent les arbres fruitiers. Voilà. Et l'apicultrice dit, en fait, moi, maintenant, j'ai appris à prendre mon temps et tout, mais le gars qui m'a montré ça, il faisait tout en courant, en portant des ruches très, très lourdes et en m'accusant sans arrêt de ne pas être capable de le faire. Alors qu'en fait, il y a carrément moyen de le faire autrement. Et ça, j'ai l'impression que ça peut s'appliquer dans plein d'autres choses. Est-ce que vous pensez à des exemples comme ça de choses que vous faites différemment, que vous auriez été jugé pour ça, alors qu'en fait, c'est tout aussi efficace et puis ça vous fait moins mal? Par exemple, en fromagerie, on a racheté la fromagerie qui était beaucoup utilisée par une femme avant, par des femmes. Et tout est sur roulette. On ne porte pas 1 litre de lait, on ne porte pas de panier de fromage. Tous les chariots sont sur roulette, les bassines sont sur roulette. Le lait arrive directement dans la fromagerie, dans un tank qui est surélevé. Et ça, je trouve que... parce que l'usure dont parlait Fanny, c'est aussi dans la répétition des gestes de porter, ne serait-ce que 10 kilos, mais si tu le portes 100 fois par jour... ça fait beaucoup. Avec cette idée-là aussi, une idée qu'il y a des capacités physiques très différentes. Donc il y a l'idée dont on a déjà parlé que les femmes seraient incapables d'avoir leur propre ferme, leur propre activité, qu'il faut forcément s'allier avec un mec, un mari, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres alternatives, non? Est-ce que vous pouvez en parler? Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie d'être paysanne, mais qu'on n'a pas envie de s'installer avec un gars? On n'a pas envie d'être avec son mari? Comment on peut faire? Moi, du coup, je suis pas installée avec un mari, ni un mec cis. Je suis installée avec une femme et oui, dans le quotidien en fait, de l'exercice de mon métier, je trouve ça plus facile de travailler avec une femme parce que sur plein de détails, on a moins besoin de se justifier. Par exemple, quand on est crevé parce qu'on a nos règles ou parce qu'on a besoin de lancer un plat à manger ou parce qu'on a besoin de faire nos courses. En fait, aussi le quotidien, le travail domestique quotidien qu'on doit faire, on n'a pas besoin de se justifier pour que ça rentre un peu dans notre emploi du temps. Et aussi, pardon, de pas s'installer avec un mari, ça permet aussi de peut-être cesser de mélanger la cellule familiale avec la cellule de production et donc de voir beaucoup plus clairement ce qui est de l'ordre du travail et ce qui est de l'ordre de l'exploitation du travail gratuit. Parce que vous citez Christine Delphi dans la bande dessinée, qui a mis en évidence ça avec d'autres féministes sur l'économie, mais le fait que le travail des femmes et des enfants est capté en fait par la cellule de production sans qu'elles aient aucun statut ni aucune rétribution pour les richesses qu'elles produisent. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Du coup, moi, je commence juste à bosser avec mon compagnon, ce que je m'étais dit que je ferais jamais, et lui, pareil. Bon, pour le moment, c'est mon stagiaire, du coup, je fais ma maline encore. Mais du coup, ça soulève effectivement plein de questions. Peut-être que j'ai envie de me dire que ça peut être une solution aussi de traiter le couple un peu comme un collectif, en fait, quoi. Du coup, j'ai l'impression qu'on essaie aussi de se fixer les mêmes règles que n'importe quel collectif. Du coup, on fait des réunions. On a formalisé aussi les tâches ménagères. On a des tours de ménage. Et du coup, j'ai l'impression que moi, pour le moment, du coup, dans ma situation, ça m'intéresse aussi de réfléchir à dans ce contexte, comment ça peut quand même bien se passer. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des garde-fous très matériels aussi. Hein. Du coup, là, on essaie de faire un GAEC. Un groupement agricole d'exploitation en commun. Du coup, c'est comme une petite société, en fait. Du coup, on sait exactement qui a mis combien d'argent. Du coup, là, pour travailler avec moi, il doit racheter mes parts. Du coup, l'investissement que j'ai déjà fourni, il va reprendre des parts dedans.
Et après, on se dégage des salaires. Enfin, c'est un peu à la louche, mais en tout cas, il y a une comptabilité. On sait qui a apporté combien de travail. Et ça fait que, je l'ai appris dans la bande dessinée, ça fait que 12 ans que c'est autorisé d'avoir un GAEC avec son époux ou son épouse. Avant, en fait, les femmes étaient automatiquement comptées dans comme avaient un statut de conjoint, c'est ça, d'exploitant, mais et du coup, il n'y avait pas de comptabilité claire et de propriété claire de qui a fait quoi, qui contribue à quoi. Donc, Oui, les femmes, elles se retrouvent surreprésentées dans les sous-statuts agricoles qui font qu'elles cotisent pas pour leur retraite, elles n'ont pas les mêmes droits sociaux, en fait, de manière générale. Elles n'ont pas toutes droit au congé maternité pour les agricultrices, elles n'ont pas toutes droit aux formations. Et ce statut-là de conjointe collaboratrice, en fait, je crois que c'est genre 92% des conjoints collaborateurs sont en fait des femmes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le décisionnaire sur la ferme, c'est monsieur, dans le cas d'un couple hétéro qui gère la ferme. Et les cotisations sociales sont vues comme des charges dans l'économie de la ferme. Du coup, monsieur paye ses cotisations sociales, mais pas madame. Parce que du coup, il y a une économie qui est faite à l'échelle de l'économie de la ferme. Mais donc, elle se retrouve sans jamais avoir cotisé. Pas déclarée, en fait, ou cotiser le minimum. Avant, il y avait même ayant droit, c'est-à-dire ayant droit à rien, en fait. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se retrouvent à la retraite et qui n'ont rien. Qui ont des retraites de 350 € par mois. Ça. Et la ferme ne leur appartient pas. Alors qu'elles ont travaillé toute leur vie et pour la ferme et pour le travail domestique du ménage. Et en fait, si elles aiment plus la personne, enfin leur conjoint, elles peuvent même pas partir, quoi. Je trouve ça hyper triste. Et ça a des conséquences très très concrètes, notamment sur les situations de violence conjugale, de violence intrafamiliale, qui existent évidemment dans les fermes et dans les exploitations agricoles, mais qui sont favorisées aussi par cette situation de dépendance économique très très forte et par d'autres choses. Mais est-ce que vous voulez en dire un mot ? Oui, en fait, dans les chiffres récents, il y a 33% des Françaises qui vivent en milieu rural. C'est une surreprésentation parce qu'en fait, il y a 20% de la population en France qui vit en milieu rural sur 80% du territoire. Donc, on a déjà plus de femmes en milieu rural. Et le numéro d'appel d'urgence, le 3919, je crois qu'il y a que un quart des appels qui arrivent à ce numéro d'appel d'urgence qui viennent de milieu rural, alors que la moitié des féminicides ont lieu en zone rurale. Et en fait, c'est des chiffres un peu glaçants, mais qui montrent qu'il y a vraiment une spécificité des violences sexistes et sexuelles qui sont vécues dans ces zones-là, parce qu'il y a un manque d'anonymat clair. En fait, quand vous êtes installé, tout le monde se connaît. Et il y a une espèce de cooptation aussi entre mecs qui sont au conseil d'administration des instances importantes dans le monde agricole. Et en fait, vous pouvez pas dénoncer l'oppresseur sans que ça ait des grosses représailles sur l'ensemble de la ferme. Et il y a une paysanne qui témoignait que quand elle avait appelé en fait le 3919, la personne au téléphone lui avait dit « mais il faut partir, madame ». En fait, c'est pas possible. Donc, il y a plein de cas où c'est pas possible en dehors du monde paysan, mais là c'est encore plus représenté parce qu'en fait on parle carrément de maisonner tellement tout est mélangé. La ferme, la maison, le véhicule, les animaux et son identité aussi, son métier, quoi. Et on est en train de réfléchir à monter un numéro d'appel d'urgence qui serait spécifique pour les paysannes, en fait, qui vivent des violences dans leur ferme, pour qu'elles puissent s'en sortir. Sinon, elles peuvent rester longtemps, en fait, dans ces situations d'oppression totale, quoi. Et puis, si on part, on perd tout, quoi. Enfin, les outils de production, ils appartiennent quand même majoritairement aux hommes. Et du coup, si on veut cesser une relation qui nous convient plus, on perd son lieu de travail, son statut social, sa reconnaissance, son cercle d'amis. Et après, pour repartir, se réinstaller ailleurs, si on veut continuer à être paysanne avec un petit capital financier, avec aussi une faible confiance en soi, parce que souvent, c'est l'homme qui faisait les choses visibles sur la ferme, et du coup, tous les questionnements de « j'ai eu un échec, est-ce que je suis capable ?» Et puis les conséquences des violences. Et les conséquences des violences, c'est vraiment hyper compliqué. C'est la fin de la première partie de cette discussion. Je rappelle le titre de la bande dessinée de mes invités, « Il est où le patron ?», paru chez Marabout, signé Maud Bénézit et les paysannes en polaire, à retrouver chez vos libraires. Sachez que dans l'épisode suivant, nous continuerons la discussion tout ensemble pour plonger dans les dilemmes, les inconforts et les contradictions qui peuvent exister entre le fait d'être féministe et paysanne. Pour le dire vite, si on est contre toute forme de domination,
Alors que penser de la relation qui existe entre l'éleveuse et ses animaux ? Vous verrez que les paysannes en polaire en parlent sans se dérober. À la prise de son, c'était Solin Moulin. Diane Mileli nous a conduits d'un endroit à l'autre et par ailleurs, elle travaille pour Binge Audio Édition. Une fois rentrée à Paris, à la réal, c'était Paul Berthiaud. La production et l'édition étaient assurées par Naomi Titi. Et Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Toutes les infos, chiffres et statistiques sont dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci pour votre écoute et à bientôt.